Je voulais vous faire une petite vidéo pour faire une petite mise au point sur l'histoire parce qu'il y a beaucoup de... Je vois beaucoup de gens à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois sur Netflix. En ce moment, il y a un documentaire sur les civilisations antédiluviennes, on va dire, euh, où il y a un truc, on dit l'histoire ment, l'histoire est fausse. Et je voulais faire un petit point par rapport à ça parce que en tant qu'historienne, ces allégations, elles sont pas justes du tout et relèvent du fait qu'on ne comprend pas ce que c'est l'histoire. Donc je voulais un peu vous expliquer ça. Un des points principaux, c'est que l'histoire, en tant que science humaine, en tant que science historique, étudie ce qui s'est passé chez les hommes à partir de traces écrites qu'on a, donc à partir de l'invention de l'écriture. L'histoire concerne toutes les civilisations pour lesquelles on a des traces écrites. Donc c'est-à-dire qu'elle n'étudie pas forcément le reste. Donc c'est-à-dire que normalement tout ce qui est avant la période d'écriture va relever alors de ce que l'histoire va nommer la préhistoire, mais bien sûr ce mot-là on peut en discuter, etc. Mais tout le reste va relever d'autres traces qu'on trouve et donc va relever de l'archéologie. Et qui sont des biais différents quand on étudie l'histoire à l'université. Alors le truc c'est que tout le monde a fait de l'histoire en France, à l'école, mais sauf que l'histoire qu'on vous apprend à l'école et l'histoire à la fac en tant que science humaine, en tant que science universitaire, c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup plus posé, c'est aussi un espace hétérogène où les historiens, chacun fait leur recherche, tout le monde n'est pas d'accord, ils se mettent ensuite ensemble sur un consensus pour qu'il soit accepté, etc. Faut pas voir l'histoire comme il y a des gars qui pondent une vérité historique sur la réalité. Un historien sérieux comme un archéologue sérieux vous dira toujours il n'y a pas de vérité parce qu'en fait il y a juste ce qu'on sait à un moment donné avec ce qu'on a retrouvé et qu'on ne peut pas remettre en question. Normalement quelqu'un de sensé posé dans son à la fois historien ou à la fois archéologue, et j'insiste bien, c'est deux choses différentes qui n'étudient pas les mêmes choses, c'est pas la même chose, vous dira toujours demain tous nos savoirs peuvent être remis en cause si on trouve tout d'un coup soit un objet lors d'une fouille archéologique, soit un document écrit qui remettra en cause tout ce qu'on sait en fait. Les historiens, et moi je vais parler, parce que moi je ne peux pas parler à la place des archéologues parce que je n'ai pas fait ces études-là, et c'est vraiment quelque chose de particulier et de différent. Il faut savoir que c'est deux branches différentes quand on étudie en fac, du coup. On passe par l'histoire de l'art, puis on va se spécialiser en archéologie. C'est vraiment deux choses différentes. En histoire, on va apprendre à pouvoir lire les traces écrites, donc toutes les archives, ce qui va demander de pouvoir lire le latin, de pouvoir lire d'autres langues, de pouvoir lire aussi par exemple le français du XVIe siècle ou même du XVIIe siècle qui est très différent et très incompréhensible quand on voit comme ça de prime abord écrit. Et ça demande des compétences complètement différentes. L'archéologue va devoir pouvoir aller chercher des outils très scientifiques, très carrés, etc. Mais surtout en fait, après, l'histoire, c'est ce qu'on raconte de manière mainstream. Et là, il y a une propagande qui est posée dessus. Mais ça ne correspond pas à ce qui est fait d'un point de vue universitaire, où on sait très bien que tout est subjectif, on sait très bien qu'il y a quelqu'un qui a écrit souvent, la majorité du temps, on écrit dans un objectif de propagande ou de justification, etc. On sait très bien que les traces écrites et l'archéologie qui reste, c'est celle de ceux qui ont gagné, et que ceux qui ont perdu, généralement, ont été effacés historiquement. C'est un leitmotiv historique et international qui passe au fil des coutures. Les peuples dominés sont effacés. Moi je suis très féministe, les femmes sont effacées dans l'histoire. Voilà, toute minorité est généralement effacée, ou tout peuple, c'est pas que les peuples qui ont été vaincus, c'est tout peuple dominé en fait à un moment donné, où toute partie de la société dominée disparaît à un moment donné dans les traces historiques. Donc il y a l'histoire telle qu'elle est vraiment faite en tant que science humaine, etc. Et après, il y a ce que la société en fait, ce qu'on en dit. Alors en France, c'est typiquement sur les plateaux télé, et les politiciens sont vraiment juste incroyables. Ils sont capables d'affirmer des choses historiques absolument et totalement fausses, avec le plus grand des sérieux, etc. Et aussi, il y a une espèce de fantasme de la France,
dans la pensée globale et d'extrême droite, de dire la France, c'est un peuple blanc, c'est un peuple chrétien, judéo-chrétien. À quel moment le territoire français, si on prend en termes de territoire, le christianisme il vient de Palestine, les juifs ils sortent a priori de Palestine, même s'ils ont été partout dans le monde ensuite après, à quel moment on plante nos racines là-dedans, à quel moment on plante nos racines chez les Grecs, chez les Romains, qui est un peuple qui a plutôt conquis. Les Grecs sont arrivés avec la culture romaine et les Romains c'était des colonisateurs à un moment qui ont fait des tas de dégâts sur les peuples locaux. C'était pas gentil la manière dont ils ont conquis le territoire local. Et j'ai l'impression qu'on vit dans une espèce de gros fantasme. Il y a toujours eu du brassage de population sur le territoire français. La France, c'est une nation extrêmement récente qui s'est construite à coup de batailles et de stratégies politiques très machiavéliques, on va dire, avec des tas de jeux, etc. C'est pas, on en parle comme si c'est pouf, c'est quelque chose d'ancré, c'est posé, etc. Et il y a un vieil historien qui s'appelle René Grousset du 19e siècle, début 20e, que j'adore. Il explique, il a travaillé sur l'Empire des Steppes, il a écrit des grosses masses entre l'Europe, l'Eurasie, et il explique qu'en fait, mais de tout temps, ça a toujours été les peuples, quand ils ont des problèmes, ils vont vers le soleil couchant en fait. Et tous les peuples des steppes, à un moment donné, il y a une famine, soit il y a des batailles, on va conquérir un autre territoire, etc. Et ils vont vers la fin. Et la fin de l'Europe et la fin de cet immense continent eurasiatique, quand on va vers l'ouest, c'est la France en fait. et la France où il y a des terres fertiles, où il y a toute une plaine en Europe qui va jusqu'à la Pologne, où il y a des terres plutôt fertiles, mais la France c'est vraiment l'aboutissement où on trouve des tas de terrains fertiles depuis des millénaires et qui fait partie de cet immense continent. Donc c'est juste tout naturel qu'à un moment, il y a des migrations qui se passent et que ces migrations, elles sont historiquement attestées en fait. Penser qu'il n'y a pas eu tout le temps des migrations, absolument tout le temps, c'est juste une erreur historique. Bref, je referme cette parenthèse et ce petit exemple pour expliquer que voilà, il y a ce qu'on en fait et ce qu'on en dit historiquement. Les politiciens racontent n'importe quoi sur l'histoire, vraiment. En France, ils sont champions pour ça. Je pense que c'est fait exprès parce qu'ils bossent avec des gens intelligents et qui sont en capacité d'aller faire des recherches Google. Même n'importe vous, dans lequel d'entre vous qui fait des recherches Google, sera capable de se rendre compte que beaucoup d'historiens, les politiciens racontent n'importe quoi. On n'invite quasiment jamais les historiens sur les plateaux télé quand il y a besoin d'éclairer une situation, d'éclairer un fait. Vous remarquerez qu'ils ne sont jamais ceux qui connaissent vraiment l'histoire, qui travaillent vraiment l'histoire. Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Qu'est-ce que c'est que la science historique? Qu'est-ce que c'est qu'en sciences humaines? Ils sont quasiment jamais invités, ou quand ils sont invités, c'est des gens très orientés politiquement. Parce que ça ne veut pas dire que tous les historiens sont neutres. Je vais donner un autre exemple, par exemple. Moi, j'ai étudié la Révolution française dans une fac catholique un peu à extrême droite. Et la Révolution française à Rennes 2, qui est un des bastions de l'extrême gauche, de la gauche et de l'extrême gauche en termes de pensée en France. Donc j'ai eu les deux extrêmes opposés. J'ai pas du tout eu les mêmes cours. Les profs racontaient pas du tout la même chose. Après, c'est comment moi, toi, on prend du discernement par rapport à ça, comment tu fais la somme. Et en même temps, le fait d'avoir eu les deux extrêmes, c'était aussi très intéressant d'un point de vue historique, d'avoir deux lectures différentes. Donc ça veut dire, chez les historiens, il y a des gens qui font des recherches à partir des traces écrites, qui essayent d'être le plus objectif possible, qui en sortent des hypothèses d'analyse ou des hypothèses de vérité, et tout le monde n'est pas forcément d'accord, parce que du coup chacun a son bagage pour analyser, etc. Et une autre chose qui est importante à comprendre, c'est que on sait en histoire que on connaît que la partie émergée de l'iceberg. Il y a un des moments historiques les plus importants en France. J'adore parce que c'est un cafouillis au niveau historique, juste incroyable, on ne peut pas savoir. Ce moment-là, c'est le 14 juillet. Alors, tout le monde connaît le 14 juillet parce que c'est la fête nationale. Le 14 juillet, c'est le début de la prise de la Bastille qui a pris un petit peu de temps. C'est tout d'un coup dans Paris, tout le monde se ramène à la Bastille et tout d'un coup, ils trouvent des armes. Il y a des armes là et ils sont allés chercher des armes un petit peu partout dans Paris. Je vais le résumer de manière très rapide. Mais en tout cas, nous au jour d'aujourd'hui, tout ce qu'on a comme trace écrite, c'est un énorme cafouillis. Parce qu'il y a des témoins qui étaient présents là, au 14 juillet, à la prise de la Bastille, qui disent «
ah, ça a commencé à tirer dans la Bastille, c'est-à-dire dans la forteresse, c'est-à-dire que qui était une prison, donc c'est la prison qui a commencé à tirer sur la foule en premier. Il y a des gens, il y a des témoins qui étaient présents à ce moment-là qui disent non, c'est la foule qui a tiré en premier. Il y a des témoignages qui disent non, c'est dans un bâtiment derrière, c'était pas dans la foule, c'est là où ça a commencé à tirer en premier. En fait, c'est un énorme cafouillis quand on regarde, quand on regarde les traces historiques, c'est-à-dire les témoins, qu'est-ce qu'on sait par rapport à ça, en sachant que les témoins n'étaient pas neutres aussi, quels étaient leurs intérêts, etc. Et en plus, pendant la Révolution française, il y a des enjeux juste majeurs et des intérêts à potentiellement mentir très très importants. On ne sait pas. Et du coup, ça a été érigé en fête nationale, alors que comme symbole de la royauté et de cette royauté absolue qui a tous les pouvoirs et qui tombe. D'ailleurs, je trouve qu'on a encore une petite un président qui a tous les pouvoirs, bref. Je ferme la parenthèse, je ne vais pas développer. On a pris la prise de la Bastille comme le symbole du peuple qui arrive à renverser le pouvoir du roi, qui arrive à combattre ça. Parce que la Bastille représentait le pouvoir royal. On l'a pris comme symbole. Sauf que ce jour-là, dans l'arrêté, c'est un cafouillage. C'est juste un énorme cafouillage ce jour-là. Moi, de tout ce que j'ai lu, j'ai surtout retenu ça. C'est un peu, bon, c'est un espèce de gros bordel. Tout le monde fait ce qu'il veut. Il semblerait que dans la forteresse, ils étaient quasiment personne en vrai. C'était pas réellement un vrai symbole. C'était pas réellement une vraie victoire. Il n'y avait pas réellement d'enjeu à la prise de la Bastille. Et celui qui était gardien de la Bastille était très embêté parce qu'il était plutôt du côté des Lumières, c'est quelqu'un qui avait plutôt lu et en même temps il était dans sa loyauté de faire son job et de le faire correctement, etc. Quelque chose de très humain en fait. Enfin, les sources qu'on a décrit, c'est pas quelqu'un de tranché en fait. Et, ouais, et du coup c'est très intéressant d'un point de vue historique. On sait que tout est relatif. Et après, je reviens sur le fait que tout le monde a eu l'enseignement à l'école. Moi, en tant que prof, j'ai toujours bien essayé d'expliquer que ça, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on peut dire. Ça ne veut pas dire que c'est là une vérité totale. On peut, à un moment donné, on va trouver... dans leurs défouilles, on va trouver quelque chose et on va pouvoir dire oui, non, les pyramides, elles ont été construites il y a 30 000 ans. On n'est pas du tout à l'abri et j'espère que ça va venir parce que j'y crois en vrai. Et qu'il y a plein de choses qui sont beaucoup plus vieilles qu'on ne le sait. Mais on ne sait pas dater la pierre à l'heure actuelle. Donc voilà, ça laisse plein d'interprétations possibles. Enfin voilà, j'insiste sur le fait, à l'école, vous avez peut-être eu par contre des profs qui vous ont dit ça voilà, ça il s'est passé ça, ça il s'est passé ça, ça il s'est passé ça, parce que qui n'ont pas peut-être amené cette nuance ou peut-être que vous n'avez pas toujours bien écouté en classe d'histoire aussi. J'étais prof, je sais que tout le monde n'écoute pas toujours. Et du coup, voilà, de vraiment mettre cette nuance-là au fur et à mesure. Voilà, je voulais vraiment introduire ces deux notions, à la fois. Les professeurs d'histoire, ils sont censés transmettre un programme d'histoire qui est construit dans un système assez complexe, mais qui est quand même, à mon sens, politisé et propagandisé. Moi, j'ai enseigné au Burkina Faso avec le programme français. J'étais censée expliquer les bienfaits de la colonisation à mes élèves. Et bien sûr, je ne l'ai pas fait. C'était hors de question pour moi. Rien à faire. Je leur ai enseigné les grands personnages de l'histoire africaine, chose qui est absolument inconnue en France, etc. Ça me paraissait vraiment beaucoup plus important. Et voilà, il y a un processus complexe pour moi qui est absolument propagandaire. C'est ma perception des choses. D'autres profs d'histoire ne vous diraient pas la même chose, n'auraient pas forcément cette même vision. Ils vous diront que c'est construit de manière neutre et la plus juste possible et tout. C'est pas ma perception des choses. C'est très européano-centré, c'est très... Il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y a pas beaucoup de minorités, il y a toujours le poids des grands personnages historiques. Napoléon, Louis XVI, Louis XIV. Enfin, pourquoi on met toujours en avant les empires et les gens qui ont mené des grandes guerres voilà, ou dépensé tous les sous de toutes les caisses, le trésor public français. Bref, voilà. Après, c'est des choix, comment on présente aussi, c'est quelles valeurs, etc. qu'il y a derrière, mais je rentre pas là-dedans. Et voilà, il y a le programme d'histoire tel qu'il est enseigné. Après, il y a l'histoire telle que c'est et l'histoire de l'art et l'archéologie qui étudie les choses. Et qui a cette nuance très très importante de dire voilà, c'est ce qu'on sait à un moment donné, là, tout de suite. En fait, ça ne veut pas dire que c'est une vérité. Et les archéologues, oui, ils vont être très précautionneux,
parce qu'une vérité va devoir être prouvée dans tous les sens pour ne plus pouvoir être remise en question. Et ça, c'est très très important. C'est pas qu'ils veulent dire non, c'est faux, il n'y a pas de traces historiques, etc. C'est juste qu'il va falloir pouvoir le dater pour que ça ne soit pas remis en cause par personne en fait. Parce qu'il y a aussi des antécédents. Au XIXe siècle, il y a des gens qui ont créé des faux. C'est des choses qui se sont arrivées et du coup, bah, voilà, il y a des théories qui viennent et qui s'effondrent, etc. Il y a aussi l'historien qui a découvert l'ancienne ville de Troie. Historien, donc archéologue au XIXe siècle, les deux ne sont pas encore bien définis. Il s'est basé sur Homère pour pouvoir trouver la ville de Troie et mener ses fouilles. Et ce monsieur, il est connu pour avoir vraiment un peu distordu la réalité pour arriver un petit peu à son rêve. Et donc, du coup, à l'heure actuelle, l'idée, c'est d'éviter un petit peu ces distorsions personnelles, les distorsions, et que c'est-à-dire qu'une fois qu'on trouve, il faut vraiment rentrer dans quelque chose de très carré, qui ne puisse pas être remise en question, qu'on puisse rentrer pour pouvoir imposer une vérité, quelque chose qui fasse sens et qui fasse vérité pour tout le monde, il faut être absolument extrêmement sérieux. Donc dire voilà, là ça semble une pierre qui semble alignée, etc. Oui, ok, c'est une hypothèse, mais après c'est comment on le prouve pour que ça soit dit, voilà, comment on peut trouver une date, et pourquoi on peut trouver à faire consensus pour tout le monde, pour pouvoir dire voilà, ça c'est très très ancien, etc. Après, il y a des enjeux politiques. Là où il y a de l'argent pour fouiller, c'est en Europe. C'est là où il y a des sous, c'est aux États-Unis. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas de sous pour chercher, il n'y a pas les moyens pour pouvoir dater. Ne serait-ce que par exemple, moi je suis allée au Monténégro, je suis allée en Croatie, j'ai vu des tas de pierres qui ne sont pas recherchées. Il y a plein de choses qui sont certainement beaucoup plus anciennes, mais le boulot n'a pas été forcément fait. Donc il y a du bruit annexe pendant la vidéo. J'enregistre cette vidéo à Varanasi. La légende dit qu'il y a au moins 20 000 temples dans la ville. Voilà, donc voilà, le bruit est terminé. Donc tout ça pour vous dire que quand on dit l'histoire est fausse, les historiens mentent, etc., c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est jamais noir-blanc en fait, hein. Faut vraiment retenir ça, c'est jamais noir ou blanc. Il y a des historiens très sérieux qui font leur boulot, il y a des archéologues très sérieux qui font leur boulot et qui ont besoin d'être extrêmement sérieux pour pouvoir être pris en considération et qu'on ne puisse plus remettre en question les choses. La dernière grosse découverte, c'était en Turquie, Göbekli Tepe. Du coup, c'est un des sites les plus anciens. Donc là, ils ont réussi, donc les chercheurs à la fois turcs, il y a aussi voilà, des chercheurs allemands qui sont venus aider. C'est jamais rarement qu'une seule nation, parce que du coup, il faut des fonds. Ça, c'est le nerf de la guerre pour pouvoir prouver. Du côté de l'Indus, c'est pareil. Et du côté de l'Inde, il y a plein de recherches qui restent à faire, parce qu'il y a des datations extrêmement anciennes qui ne sont pas encore prouvées, qui ont commencé à être évoquées, mais qui n'ont pas encore un consensus international pour pouvoir être posées. Pareil, je ne comprends pas qu'est-ce qui trafique du côté de l'Égypte, parce qu'il y a des choses qui pourraient être fouillées et je suis sûre qu'il y a des datations plus anciennes qui pourraient être faites. Donc c'est comment, ben ouais, il y a effectivement des pressions politiques et géopolitiques certainement qui sont là aussi, qui jouent sur le travail des archéologues aussi. Mais voilà, je voulais vraiment introduire cette notion et cette nuance. Il y a des gens vraiment très très sérieux qui bossent de manière à ce que ça soit pas remis en question à un moment donné, qui avancent à tâtons, voilà, et détacher tout ça de tout ce qui se dit de manière globale, historique et qui n'est pas forcément vrai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. À bientôt.